Mesdames et messieurs, bonjour. 59 ans déjà que le Bénin savoure son accession à la souveraineté nationale et internationale. Jeudi dernier, c'était la fête de l'indépendance. L'événement a une fois encore été célébré, mais une question de curiosité tout de même. Sommes-nous véritablement indépendants? De toute façon, le débat se fera dans cette émission Week-Echo, une émission au cours de laquelle nous reviendrons sur l'historique visite du président indien au Bénin les 28, 29 et 30 juillet dernier. Faut-il tout simplement se réjouir de cet exploit diplomatique ou qu'a-t-elle concrètement rapporté au Bénin? Vous l'avez compris, nous parlerons des retombées de cette visite de la 6e puissance économique mondiale au Bénin. Bienvenue à toutes et à tous. Week-Echo, on démarre tout de suite avec le mini-journal que nous présente Estelle Espérance Ropazo. Bienvenue dans le mini-journal. Plusieurs réformes sont opérées depuis 3 ans dans le secteur de l'énergie. 120 MW sont déjà disponibles et des centrales solaires sont prévues dans plusieurs régions pour rendre l'énergie accessible à tous. Une réalité qui tranche avec le délestage qu'a connu le Bénin pendant plusieurs années. Aujourd'hui, même si l'électricité n'est pas totalement disponible, les coupures ont baissé. Samson Thiomo, Nadège Sani. Il y a 3 années en arrière, les coupures d'électricité étaient monnaie courante dans les grandes villes du Bénin. Difficile de vaquer à ses occupations quotidiennes où l'énergie est incontournable sans craindre d'être coupée. Au moment où il y avait des coupures, on avait du mal à gérer la clientèle, à faire couler nos produits parce qu'on est là pour la vente et la commercialisation de nos produits glacés. Or, faute d'électricité, on ne peut plus mener nos activités comme cela se doit. Si elle a la coupure, nous sommes obligés de s'arrêter. Si ça vient, on recommence. À cette période, notre pays ne produisait que 10% de ses besoins en énergie. Aujourd'hui, même si l'énergie n'est pas disponible de manière à éviter les coupures, les utilisateurs apprécient les efforts du gouvernement. Avant, des fois, durant toute la journée, on n'a pas de courant. Mais il y a un peu de différence maintenant. Il y a encore 3 ans, on nous coupait le courant 3 fois au moins en une semaine. Actuellement, en un mois, il coupe 3 fois à peine. Sans vous mentir, ça va. Bon, c'est vrai, des fois, il y a des coupures, mais je crois que ça ne dure pas. Si à Kadjeon et Saint-Michel, les promoteurs de bars, responsables d'ateliers se réjouissent des efforts opérés, tel n'est pas le cas pour les opérateurs économiques situés à Akpakpa. Pour eux, même s'il y a une certaine amélioration, tout n'est pas rose. On peut parler d'une légère amélioration. Ils donnent le courant, par exemple, à 14 h. À 14h05, on coupe encore le courant, on redonne. Et là, ce sont les machines qui reçoivent des chocs. Et il faut faire intervenir maintenant des techniciens. Le délestage a vraiment endommagé certains appareils. Des efforts restent à faire pour la satisfaction des grosses entreprises. Mais le regard des spécialistes est tout autre. Selon eux, il y a eu des avancées. Le programme d'action du gouvernement très ambitieux, la stratégie d'accompagnement et les nombreuses réformes sont quelques stratégies à mettre à l'actif du gouvernement. D'abord, on a démonopolisé la politique qui consistait à laisser le monopole seulement à la SBE et à la CEB. Les deux pays l'ont fait de commun accord. Donc aujourd'hui, il y a un cadre juridique qui permet au secteur privé national ou international de venir investir dans le secteur. Nous étions partis d'une capacité pratiquement zéro de production nationale et aujourd'hui on approche pratiquement les 200 MW. Plus de 1000 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le gouvernement dans le secteur de l'énergie. En dehors des 120 MW de Maria Glita déjà disponibles, environ 100 MW vont être produites dans les différentes centrales solaires photovoltaïques et seront injectées sur le réseau électrique d'ici quelques mois pour combler le déficit énergétique du Bénin.
La lutte contre l'érosion côtière au Bénin est l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement. Démarré depuis 2 ans, les travaux contre l'avancée de la mer sont presque achevés. Le gouvernement a entrepris ses actions pour rompre avec la léthargie des pays africains depuis la période d'après-indépendance. Edwige Agossou et Iliad Bokovo sont allés faire le constat que voici en images. Entrepris depuis janvier 2017, la seconde phase des travaux de lutte contre l'érosion côtière engagée par le gouvernement a été bien menée. Après 2 ans de travaux, on note des avancées notables et même à certains endroits l'achèvement des segments identifiés et caractérisés. En 2019, nous pouvons signaler les résultats significatifs ci-après. La deuxième phase du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou est entièrement achevée et réceptionnée. Ça fait 15 km de protection côtière, plus près de 4 500 000 m3 de sable dragué et injecté. Le deuxième projet que contient ce programme est celui de protection du segment d'Avlekété. Ce projet a été réalisé à 50% pour environ 2100 mètres de digues mises en place. La fin de cette deuxième phase va conduire à la valorisation des côtes avec la construction de plusieurs infrastructures hôtelières. La deuxième campagne de construction en mer va démarrer en octobre. Selon le planning que nous avons fait sur ce projet, nous avons 6 mois de travaux, 6 mois d'approvisionnement. Et donc nous sommes dans la phase d'approvisionnement, étant entendu que la première phase de travaux est achevée. Plusieurs investisseurs sont prêts pour développer des projets touristiques à vocation balnéaire. À terme, d'ici à février 2020, nous allons pouvoir mettre en place les 4 km de digues pour donner aux partenaires l'assurance que, effectivement, nous avons pris en compte la dimension de protection côtière, mais également nous avons mis en place le dispositif qu'il faut pour sécuriser les infrastructures touristiques. Plus qu'une question environnementale, le débordement de la mer est devenu une question climatique qui nécessite un engagement sérieux. Déjà, 200 milliards pour venir à bout du phénomène. Et au dire des riverains, ces travaux soulagent leurs souffrances. Il y a une nette amélioration par rapport à l'avancée de la mer, surtout après le dragage du sable qu'ils ont fait. Depuis que les travaux ont commencé, nous avons une grande satisfaction et un grand soulagement. On est plus en confiance aujourd'hui parce que moi, effectivement, on a senti quand même une stabilisation sur ce plan-là. Juste là, on voit que c'est mieux par rapport à 3 ans plus tôt. Puisque avant, on constatait que la mer, elle venait jusqu'au bord de la route. Le programme d'action du gouvernement PAG, opérationnel depuis 2016, a réellement pris en compte la gestion des 125 km de façade maritime dont dispose le Bénin, et cela dans la perspective de mettre fin aux conséquences de l'érosion côtière. Au Bénin, l'utilisation rationnelle des zones humides est une préoccupation des chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi. À travers des travaux initiés dans la commune d'Alada, il est apparu indispensable de veiller au maintien des caractéristiques écologiques propres aux zones humides. Ernest Tétégou et Ulvaeus Balogun ont cherché à mieux comprendre les approches à mettre en œuvre pour préserver cet écosystème particulier dans le contexte de développement durable. Les écosystèmes des zones humides font partie intégrante du patrimoine naturel du Bénin. C'est le cas dans la commune d'Alada où ces zones humides sont apparues pour les populations comme de bonnes terres à des fins agricoles. Nous avons constaté que, vu la diversité écosystémique des zones humides dans la commune d'Alada, les populations se sont mis dans la dynamique d'adopter des méthodes de valorisation, non seulement de valorisation, mais utilisent ces zones humides à des fins utiles. La dynamique de l'occupation du sol dans ces zones passe alors par une forte emprise de l'homme sur son milieu naturel, ce qui a une incidence tant sur les ressources naturelles que sur la population. Nos recherches ont montré que plusieurs pratiques agricoles développées dans la commune d'Alada impactent l'environnement. En ce sens que il y a des pratiques endogènes qui valorisent le milieu d'études, mais il y en a d'autres qui ternissent l'image
de l'environnement ambiant. C'est la pression démographique issue des activités agricoles qui perturbe ce milieu-là. Vous savez que les zones humides constituent des zones de richesse et la vallée de Lomé constitue la deuxième après le Nil. Donc si on prend tout le Bénin, la zone d'Alada, nous avons des zones humides et qui sont très riches sur le plan faunistique et sur le plan floristique. Et si les zones humides sont très convoitées par les agriculteurs, pêcheurs et éleveurs, la dégradation de l'environnement apparaît comme inévitable, d'où des actions urgentes. Il va falloir réviser les techniques endogènes pratiquées par ces populations pour pouvoir mieux valoriser le milieu d'études. Eux-mêmes, ils se sont donné la tâche de mettre en place des stratégies endogènes à travers le Nîmes, le Monica, le Cadianis Canus, et puis d'autres techniques, rotation, et puis l'agriculture biologique là, pour pouvoir valoriser ces milieux. L'adoption d'une approche globalisante incluant la diversité biologique et suivant un programme d'aménagement des zones humides s'avère donc indispensable pour préserver cet écosystème. Fin du mini-journal. Merci de l'avoir suivi et gardez votre position pour la suite de Week-Echo. Oui, merci à vous Estelle Pazot, merci pour cette belle présentation. La suite de Week-Echo, vous le savez, c'est la revue de presse économique de la semaine. Elle a été réalisée cette semaine par Lazare Migan. Amis de la revue de presse, bienvenue sur les informations socio-économiques qui ont meublé les journaux cette semaine. Démarrons avec le quotidien du service public La Nation qui nous informe et titre à sa manchette « Visite du président indien Ramnath Kovind au Bénin. Plusieurs accords de coopération bilatérale ont été signés. On peut retenir entre autres l'accord d'exemption de visa, l'accord portant sur le programme d'échange culturel entre le Bénin et l'Inde, l'accord sur la télémédecine et la télééducation et un programme d'entente relatif à la coopération dans le domaine de la garantie des crédits à l'exportation. Fraternité partage cette même information et titre à sa une. Coopération bilatérale, les retombées de la visite du président indien. L'Inde accorde au Bénin une ligne de crédit de 100 millions de dollars, soit environ 50 milliards de francs CFA. Réforme au plan social à présent. Le journal L'événement précis titre à propos du discours à la nation du chef de l'État à l'occasion des 59 ans de la cession du Bénin à la souveraineté nationale. Selon le quotidien, le gouvernement renforce l'aide financière aux plus démunis. Désormais, cette dotation passe de 6 milliards à 10 milliards de francs CFA. Autre information dans cette revue, c'est le journal Le Télégramme qui nous informe sur le plan stratégique 2020-2024. La validation coûte 1885 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Oussou, a présidé en fin de semaine écoulée un atelier technique. La séance de travail a réuni des cadres à divers niveaux de ce département ministériel. L'objectif du plan est d'assurer une transition énergétique. Autre information au plan social, et c'est le quotidien La Fraternité qui nous informe. Renforcement de la protection sociale du projet Arche. Entendez, projet assurance pour le renforcement du capital humain, en marche avec le volet assurance maladie. La phase pilote lancée pour 3 zones sanitaires, à savoir Abomey-Calavi, Soava, Dassazoumé, Glazoué et Djougou, Kopago, Wake. Parlons à présent du programme spécial d'insertion dans l'emploi. Le journal Fraternité écrit « Talon annonce une immersion de 2000 diplômés ». À en croire le chef de l'État, le programme consistera à recruter chaque année 2000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises privées ou publiques sur une période de 2 ans, avec l'espoir qu'ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l'issue de la période d'insertion. Enfin, célébration du 59e anniversaire de l'indépendance. Un défilé réglé comme une note musicale. C'est une information que nous rapporte le quotidien du service public La Nation. Selon le journal, les forces armées béninoises ont réussi mieux que par le passé sur le boulevard des armées à offrir un défilé militaire riche en couleurs
empreint d'élégance et de prestance. Une information relayée par le journal L'événement précis qui titre à sa une « Célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin ». Le 1er août célébré dans la sobriété. Talon réédite la rigueur et le respect du timing. Fin de cette revue économique. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. Merci à vous, Lazare Migan, pour cette revue assez fournie. À dimanche prochain, donc, 59 ans d'indépendance, de souveraineté internationale. Eh bien, peut-on en être fier? À quel niveau sommes-nous aujourd'hui? On a célébré la fête de l'indépendance il y a quelques jours. Eh bien, nous allons en débattre dans quelques instants. Mes décrypteurs, ils sont déjà sur ce plateau, Moïse Dossoumou, bonjour. Bonjour Roch-Guilin, bonjour à vous chers téléspectateurs. La pleine forme? Tout va bien. D'accord, décidément ce matin. Bonjour Benoît Rondia. Bonjour. La pleine forme aussi. Bonjour aux avis téléspectateurs également. Oui, ça va. Oui, c'est normal, on peut vous le tolérer. Vous êtes de la radio Bénin Alafia. Tout à fait. Oui, c'est pourquoi vous saluez vos auditeurs. Oui, nous sommes ici à la télévision. Merci d'être présents sur ce plateau. Et je reste d'ailleurs avec vous. Le Bénin a acquis sa souveraineté nationale et internationale il y a 59 ans. 59 ans que nous sommes indépendants. Est-ce que vous pensez que dans la pratique, nous le sommes réellement? Oui, bon, avant de venir à la pratique, je dirais que nous sommes indépendants. Oui. Nous sommes indépendants parce qu'aujourd'hui, quand on dit République du Bénin, ce n'est pas confondu à la République du Togo, ce n'est pas confondu à la France, ni à l'Allemagne. Donc le Bénin reste le Bénin. Nous avons notre drapeau, nous avons notre hymne, tout ce qui peut faire d'une république. Une république au sens plein, nous les avons. Tout à fait. La question, elle est subtile. Le sommes-nous vraiment? Oui. Et c'est ça, c'est là où le bas blesse. On ne peut pas répondre par l'affirmatif et en se bombant le torse. Parce que nous sommes indépendants, c'est vrai, ça fait 59 ans déjà, c'est vrai. Oui. Mais dans nos pratiques, on ne sent pas cette indépendance-là. C'est un tout. Aujourd'hui, quand vous voyez la fierté avec laquelle certains cadres, surtout béninois, vous disent qu'ils ne parlent pas leur langue nationale, vous vous demandez s'ils sont indépendants. Ouais. Quand vous voyez un peu notre système de gestion, d'abord, est-ce que, béninois ou africains, est-ce que nous avons vraiment créé un système de gestion? Déjà après l'indépendance, en Afrique, c'est peut-être les royautés, mais nous sommes devenus république. Tout à fait. Et quand on parle de république, souffrons que c'est nos colonisateurs qui nous ont amené ce système-là. Et nous avons hérité. Ils ont fait leur dictature, nous avons fait nos dictatures aussi. Oui. Ils ont fait leur démocratie. Nous avons trouvé des raccourcis. Et nous faisons notre démocratie aussi. Aujourd'hui, nos démocraties et nos dictatures se mélangent. Et donc, nous sommes dans un système un peu bâtard. Et nous les suivons, mais force est de constater que nous n'avons pas vraiment les moyens pour les suivre. La preuve, nous leur tendons toujours la main pour réaliser nos grands projets. Nous en parlerons tout à l'heure à propos de cette main tendue. Moïse, je ne sais pas si vous aussi, vous estimez que nous ne sommes pas encore aussi indépendants, 59 ans après, tel que nous le disons. Non, je dirais comme mon confrère que nous sommes indépendants dans la forme. Mais dans le fond, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais beaucoup de choses ont été également faites. Très peu de choses ont été faites. Très peu de choses ont été faites. Je prends juste la comparaison entre nous et les pays d'Asie. Nous étions dans la même situation économique et financière, humaine même, en 1960. Mais aujourd'hui, il n'y a pas photo. Ils sont très loin devant nous. Pendant qu'ils travaillaient, ces Chinois, nous, on faisait quoi? On était là, bavarder, à se chicaner.
Vous voyez le grand fossé qu'il y a entre eux, nous. Et ces pays d'Asie, là, ces pays américains d'Asie, tutoient même les pays européens et américains aujourd'hui. Tout à fait. Nous sommes encore à la traîne. Je ne vous arrête pas, nous avons reçu tout récemment au Bénin la visite du président indien. Nous allons en parler tout à l'heure en dossier de la semaine avec notre invité qui est déjà dans ce studio, le directeur de l'Asie et de l'Océanie. Il va nous parler de ça. Oui, vous pouvez continuer. Vous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui, nous aurions pu être au même niveau que ces pays asiatiques qui avaient pratiquement la même histoire. Qui ont une grande population, qui ont d'énormes potentialités, qui ont travaillé à mettre en œuvre. Ce ne sont pas des petits pays comme la Corée, par exemple. Nous étions au même niveau. Nous avons les mêmes indices en 1960. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut payer d'égal à égal avec la Corée? Mais qu'est-ce qui n'a pas véritablement fonctionné? Il faut dire qu'on a passé le temps pour des questions qui n'en valaient pas la peine. Nous n'aimons pas vraiment notre pays. Nous ne pensons pas d'abord pays dans notre tête. Nous pensons jeu au lieu de penser nous, au lieu de penser patrie. Je pense que c'est ça fondamentalement qui nous a retardés. Au lieu de nous accorder sur l'essentiel. Vous jetez carrément la pierre à tous ceux qui ont géré ce pays. Tous, et les gestes, et les dirigeants, et la population. Nous sommes tous comptables. Il est vrai que les dirigeants ont peut-être plus de responsabilités que le peuple. Mais tous autant, pendant que les dirigeants nous amenaient à la traîne, qu'est-ce que la population fait pour les ramener à l'essentiel? Au contraire, tout le monde, dans un mouvement d'ensemble, à part quelques voix discordantes, on était plus ou moins d'accord que les choses tournent au ralenti, que chacun prenne sa part du gâteau, au lieu de penser au bien-être du pays. Justement, est-ce que ce n'est pas un problème d'éducation? Non, je ne suis pas certain que ce soit ça. Nous sommes tous conscients de la situation, mais nous préférons justement nos petites satisfactions, notre petit confort au confort de tout le pays. Et même ceux qui blessent, nos cadres pour la plupart voyagent, vont ailleurs. Je ne parle même pas de l'Europe, je ne parle pas des États-Unis. Dans les pays africains qui nous entourent, voir comment ces pays bougent, voir comment ces pays développent des infrastructures. Mais quand ils reviennent, est-ce que l'envie de faire pareil les anime? Ils s'extasient ailleurs, ils reviennent, c'est encore pour s'enfoncer dans la médiocrité. Rien ne bouge vraiment chez nous. Je pense que le nœud du problème, c'est le déficit énorme de l'amour de la patrie. Voilà, déficit énorme de l'amour de la patrie. Et pourtant, chaque 1er août au Bénin, on célèbre dans une certaine fierté l'indépendance. Est-ce que vous pensez que c'est du folklore, cette cérémonie qu'on organise chaque 1er août? Bon, ça tend à le devenir. C'est le 1er août, on ne saurait ne rien faire. Et donc, il faudrait faire quelque chose. Et malheureusement, c'est à ça que ressemblent de plus en plus les célébrations de nos 1er août. Quelques militaires qui défilent, juste quelques minutes et c'est fini. Moi, j'aurais aimé même dans cette idée de réforme que nous puissions faire défiler plutôt ce que nous avons à montrer vraiment au peuple. Aujourd'hui, que des militaires défilent, enfin, c'est mon avis, que les militaires défilent. Moi, il n'y a plus rien d'attrayant. Nous avons eu du plaisir. J'aurais aimé que ce soit peut-être des groupes de musique traditionnelle que nous avons, que ce soit des acrobates, mais il faut aussi penser faire comme les autres. Lorsque les autres pays qui se sont développés veulent célébrer leur fête nationale, vous voyez comment ils alignent leur puissance militaire. Et vous pensez que c'est en alignant les puissances qui se développent? Non, c'est aussi un ils se sont de développés et après ils ont aligné le matériel. En fait, moi j'aurais aimé, vu que sur le plan militaire et autres, nous n'avons rien d'impressionnant à exposer, que ce soit plutôt le côté culturel. Si tant que nous voulons être sobres, nous voulons fêter sans trop de tapage, mettons alors l'accent sur notre culture. Faisons défiler ce que nous avons et que les autres n'ont pas. Faisons défiler les Egungun et autres. Non, mais vous savez, ce que vous dites est certes pertinent, mais lorsque vous voyez des militaires défiler, cela donne un sentiment de sécurité à la population. La population se sent en sécurité. Voilà des braves hommes qui peuvent les défendre au cas où il y aurait une attaque des étrangers. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'on a besoin de les voir défiler pour s'assurer qu'ils vont nous protéger? Je ne sais pas. Même s'ils sont dans leur caserne, on sait qu'en temps voulu, déjà que nous prions tous les jours pour la paix, on sait qu'en temps opportun, ils vont nous défendre. Si le 1er août, c'est pour montrer un peu que nous sommes vraiment indépendants, et que nous avons vu que sur ce plan, nous ne voulons pas faire une grande fête où les militaires vont défiler, il y aura la partie civile et autres. Alors réfléchissons et mettons juste l'accent sur ce qui peut
vendre le Bénin, 1er août. C'est en fait ce que Alors ce qui peut vendre le 1er août, selon Benoît Rondia, c'est de faire défiler les richesses culturelles, ce que nous produisons. Est-ce que vous pensez comme lui que tel que ça se passe aujourd'hui, c'est du folklore? Je ne dirais pas que c'est du folklore, même si ça tend à l'être. Je ne vois plus trop la Vous êtes assez diplomatique, là. De fête. Enfin, non, ce n'est pas forcément ça. Faire défiler les militaires, c'est bien, c'est la fête nationale. Mais il faut que les civils aussi participent. Les militaires sont combien dans la société, dans le pays? Les civils, c'est la grande masse. Et on dit que c'est la fête nationale. Les autres fêtes sont plus ou moins, comment dire, parce que ça concerne que des communautés, bien selon la religion et tout. Mais la seule fête qui rassemble tous les Béninois, c'est la fête nationale. Donc on doit faire en sorte que tous les Béninois y participent. Et quand on parle d'indépendance, c'est d'abord notre culture qu'on doit mettre en avant. Voyez un peu le Nigeria, le Ghana, un peu le Cameroun, l'Afrique du Sud. C'est leur culture qu'on voit d'abord. Et quand vous les voyez, vous savez que ça vient de tel pays. Nous, là, c'est quoi notre identité culturelle? Est-ce qu'on a travaillé à faire ça? Amusez-vous à être dans une administration, vous portez votre local bomba, bien quand vous le lundi matin, on vous regarde de haut, lorsqu'il sort d'où. Le colon a tellement bien réussi son coup que du lundi au jeudi, nous sommes habillés comme le colon. Et ce n'est que le vendredi, le dernier de la semaine, qu'on tend à s'habiller comme nous-mêmes. C'est ça que j'aime. C'est déjà un début. Ça devait être le contraire. On doit plutôt travailler à nous-mêmes mettre en valeur. Voyez un peu les expatriés quand ils viennent chez nous. Ils ont du plaisir à aborder nos tenues. Mais nous, on a honte de les porter, alors que c'est notre chose, c'est notre identité. C'est en cela que j'attire un peu notre attention sur le fait. Il faut qu'on apprenne à nous mettre davantage en valeur. Et je pense que ça a peut-être commencé par changer. Lors du défilé, je ne sais pas si vous avez fait attention, quand les enfants de troupes passaient, j'ai vu au niveau du lycée militaire des jeunes filles, ce qu'elles avaient comme béret et comme galon, ça a été fait avec du canvas. Exactement, effectivement. J'ai été séduit par cela. Ça veut dire qu'on commence pas à comprendre. Vous voyez les dizaines de milliards qu'on a en Europe chaque année pour habiller nos forces armées. Alors qu'on a le coton ici, on produit le coton ici. On peut le faire ici si on le décide et ces sous resteront chez nous. C'est cela que moi j'appelle justement l'indépendance. Alors, pour parler d'indépendance, il faut que vous ayez atteint l'autosuffisance alimentaire. Lorsque vous ne l'avez pas, c'est que vous n'êtes pas indépendant. Lorsque vous n'avez pas l'énergie en quantité, vous ne l'êtes non plus. Lorsque vous continuez, vous le disiez tout à l'heure, vous continuez à tendre la main, vous n'êtes pas indépendant. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous avons les potentialités pour justement inverser cette tendance? Oui, quand on parle de potentialité, je dirais oui. Je dirais oui, mais comment nous en prenons? C'est ça le problème. Bon, il faut reconnaître qu'au Bénin, nous sommes un peu minimalistes et à la limite fatalistes aussi. Dès qu'on constate que ça ne va pas, on dit bon, ça va aller, ou Dieu est grand, ou même si on se dit le dirigeant, il n'est pas bon, on dit bon, il ne va pas rester là éternellement. En fait, c'est pas vrai? C'est quelque part vrai, mais on n'œuvre pas pour changer les choses. Je vais répondre à votre question en disant que pour qu'on puisse vraiment se développer, il nous faut une réforme autre que ce que nous faisons actuellement. Mais actuellement, il y a beaucoup de réformes qui sont entreprises. Je m'explique. Même quand on parle de l'autosuffisance alimentaire, nous avons fait assez de progrès en matière d'énergie, progrès également à travers les réformes. Je ne combats pas ou je ne dis pas qu'il n'y a pas de réforme actuellement. Et comme je l'ai dit, je m'explique. Le Bénin, depuis ce que nous faisons comme réforme, c'est chaque dirigeant, chaque président de la République avec son projet. Et quand il vient, durant 5 ans ou 10 ans, c'est selon, il dit « j'ai amené un projet » et il nous fait croire que le Bénin a commencé à exister depuis que lui il a pris le pouvoir. Et donc, il fait ses réformes, les partisans crient, ceux qui sont contre, ils disent aussi ce qu'ils ont à dire. Mais quand lui part, un autre vient, il nous fait croire aussi que c'est maintenant que le Bénin veut être indépendant. Du moment où il a pris le pouvoir. Chacun vient faire sa part. Tout à fait. Et chacun vient remettre en cause ce que son prédécesseur a fait et dit, voici maintenant le bon projet pour le Bénin. Et nous faisons du surplace, en fait. Nous faisons du surplace. Malgré les avancées que nous avons connues. Aujourd'hui, on a constaté que tout le pays est en chantier. Il y aura de belles routes qui seront réalisées. Il y a 10 ans, le pays était en chantier aussi. Donc, c'est pour dire que nous faisons de petits pas. Mais moi, j'aurais aimé que nous puissions faire de grands pas si nous
si nous arrivions à faire des projets comme ce que nous avons appelé ici Perspective Bénin 2025. Et ce projet a été conçu pratiquement dans les années 2000, si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce que nous avions voulu faire en ce moment? Je salue le professeur Tingbe Azalou au passage et toute son équipe. Ils ont sillonné tout le Bénin. On a demandé aux Béninois en 2025, c'est une projection. Oui. Vous voulez que le Bénin soit comment? Un document existe aujourd'hui, mais demandez à nos politiciens, à nos dirigeants, combien parmi eux savent ce qui est écrit dans le document Bénin 2025. Donc le politique a pris le pas. Ouais. C'est des projets de 5 ans que nous gérons. Et comme je l'ai dit, quand quelqu'un vient, il dit non, rien n'a été fait avant moi. C'est à partir de ma présidence que le pays sera, excusez l'expression, sera révélé au monde. Et donc, l'un dans l'autre, nous faisons du surplace à mon avis. On ne peut pas dire qu'un dirigeant est venu et qu'il n'a fait que du mauvais. Et donc, on ne s'appuie pas sur le bon pour évoluer. Contrairement aux Japonais qui ont tout un projet. Je pense que votre invité va certainement démentir si je mens. Il est là, il vous écoute. Qui ont un projet et le président s'intègre dans ce projet-là. Il sait que d'ici 50 ans, le pays veut être à tel niveau. Il sait ce qu'il faut faire durant peut-être les 5 ans ou le mandat qu'on lui a donné. Il le fait, il s'en va. Tel n'est pas le cas chez nous. Et donc, on ne sent pas vraiment une évolution. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un grand projet qui projette le Bénin jusqu'à l'horizon de 2025, comme il en parlait tout à l'heure, mais à travers ce qui est contenu aujourd'hui, je me permets de le dire, dans le PAG, est-ce que vous ne pensez pas que les populations se retrouvent à travers les réalisations qui sont en train d'être faites sur le terrain pour leur bien-être? Je pense que la question est à poser aux populations. Et je me dis, comme il a dit, chaque gouvernement vient, il fait toujours quelque chose de bon, même s'il y a des choses à reprocher. Et la réponse à cette question appartient justement aux populations. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on ait un document. Et ça existe effectivement. Déjà. Un peu comme les grandes puissances. On peut ajouter de nouvelles idées, on peut réaménager, mais au moins qu'on ait une ligne directrice. Mais quand on vient chaque fois faire des remises en cause, tous les 5 ans, tous les 10 ans, on recule. Et qui n'avance pas, recule. Faire des actions qui ne tiennent pas sur la durée, moi j'appelle ça de la reculade, on n'avance pas. La preuve, pourquoi quand quelqu'un fait 10 ans, on estime qu'il a un bilan plus ou moins positif, il faut que nous devions remettre en cause. On ne peut pas aller de l'avant de cette manière-là. Et la quête vers l'indépendance, vers l'autonomie, c'est un tout. Il faut s'asseoir, définir les grands axes, et faire en sorte qu'on ne remette pas en cause ce qui avait déjà été fait, qu'on capitalise, qu'on corrige et qu'on progresse. C'est ça qui nous fait défaut justement au-delà de tout ça. Nous avons 59 ans, notre indépendance est vieille de 59 ans. L'année prochaine, ce sera 60 ans. 60 ans, c'est une année en temps normal pour un agent de l'État qui est en fonction. Il doit pouvoir aller à la retraite. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une année vraiment importante pour s'asseoir et définir, comme vous le disiez tout à l'heure, de nouvelles normes pour les gouvernants à venir? Mais cette affaire-là, on l'a dit il y a 10 ans, lors du cinquantenaire. On disait que c'était l'âge d'or, que c'est la moitié du siècle, qu'il faut s'asseoir, définir les bases. Mais 10 ans sont passés très vite. Où est-ce qu'on en est? On n'a presque pas bougé, c'est la même chose. Vous êtes assez pessimiste. 10 ans, 20 ans, ce n'est pas du pessimisme, c'est de la réalité. Nous voulons, en tout cas par les paroles au moins, nous voulons que ça bouge. Mais les actes qu'il faut poser pour que ça bouge, est-ce qu'on est prêt à les poser, à les assumer et à tenir bon? Parce que le développement, c'est un tout, et puis ça demande beaucoup d'efforts sur une certaine durée. On ne commence pas un peu et on relâche. Quand on est sûr qu'on est sur la bonne voie, on maintient le cap, on poursuit l'effort, on poursuit le sacrifice et ça finit par donner. Mais sommes-nous prêts à nous échiner pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans pour qu'enfin on puisse voir les résultats et que la postérité puisse en profiter? Est-ce qu'on est prêt? Lorsque vous n'avez pas les moyens de votre politique, que vous tendez la main à des gens ou bien à des pays qui ont les moyens... au début de cette émission. Oui, les gens étaient aussi pauvres que nous au départ. Comment ont-ils fait pour en arriver là? Oui, mais puisque vous n'avez pas la technologie adéquate... Est-ce qu'ils avaient la technologie en 1960? Aujourd'hui, ils l'ont. Comment ils ont fait pour l'avoir? Ils sont allés à l'école du Blanc, ils sont venus travailler chez eux. Nous, là, nos cerveaux, là, quand on les fait partir avec nos sous, ils vont là-bas, est-ce qu'ils reviennent? Est-ce qu'on fait en sorte de les faire revenir? Et même les quelques-uns qui reviennent, on fait tout pour les décourager et ils repartent. Eux, ils n'ont pas fait ça.
Quand on vous envoie, vous revenez, vous travaillez pour le pays. Donc il y a autant de paramètres et nous savons ce qu'il faut faire. Ce n'est pas qu'on ne sait pas. Hein. Oui. Nous savons. Et on n'est pas prêt à aller dans l'action, justement. Dites-nous en 30 secondes, ça tiendra à lieu de votre mot de fin. En 30 secondes, ce qu'il faut faire, c'est qu'on voyage, on voit ailleurs. On a vu des exemples. On a même vu des pays plus pauvres que nous au départ, mais qui nous dépassent nettement aujourd'hui. Comment ils ont procédé? Il suffit juste de faire pareil, mais en intégrant nos potentialités, nos richesses culturelles, tout ce que nous avons comme atout, les mettre en évidence et les valoriser. Absolument. Merci à vous, Moïse Dossoumo. Benoît Rondia, vous avez également 30 secondes. Oui, je dirais simplement qu'il faut que nous soyons nous-mêmes. Je l'ai dit au départ, oui, c'est très il faut que nous puissions croire en la force de nos langues nationales, en la force de notre culture, de nos cultures, je veux dire, et il faut qu'on cesse d'être fataliste. Il faut qu'on puisse se mettre véritablement à la tâche, travailler, s'accepter et mutualiser les énergies. C'est, me semble-t-il, ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Merci à vous, Benoît Rondia, d'être passé dans cette émission. Parler de la souveraineté nationale, le Bénin, 59 ans après, est-ce que nous sommes vraiment indépendants? Les avis sont partagés. Ils sont également mitigés. Vous avez suivi, vous faites le débat également chez vous. À votre niveau, merci à vous. Dans un instant, nous allons enchaîner avec le dossier de la semaine. Le dossier de la semaine qui va s'intéresser cette fois à la visite du président de la 6e puissance économique mondiale au Bénin, le président indien. Ce sera juste après ceci. Et voilà, Ramnath Kovind, le président indien en tournée africaine, est passé par le Bénin. Il a eu des séances de travail avec les personnalités béninoises. Mais que nous rapporte cette visite? Avant d'en parler, je vous invite à suivre ce reportage de Maxime Akhotonji. Ramnath Kovind foule le sol béninois ce dimanche après-midi. Une visite historique puisque c'est la première fois qu'un président de la République indienne est en visite au Bénin. Ce séjour du président indien s'inscrit dans la logique du renforcement des liens de coopération entre notre pays et ce géant de l'Asie. Une coopération riche qui s'est concrétisée en 2009 par un don de 2 millions de dollars US pour les secteurs de l'acquisition de matériel ferroviaire et le projet de création d'une cybercité. Avec une population de plus d'1,250 milliard d'habitants, l'Inde réalise des performances économiques assez remarquables. Selon les données du Fonds monétaire international, en 2018, l'Inde est la 6e puissance économique mondiale. L'économie indienne est basée sur le développement de 2 secteurs, l'informatique et les télécommunications. Le pays forme par an 500 000 ingénieurs et depuis 2014, le gouvernement indien a lancé un vaste projet de couverture intégrale du territoire en fibre optique. L'objectif est de fournir la connexion Internet à chaque Indien. Le Bénin, qui ambitionne de devenir une plateforme des services numériques de l'Afrique, peut s'inspirer du modèle indien. 3e pays au monde en nombre de start-up, l'Inde s'intéresse aussi à la conquête de l'espace. Le pays sera la 4e puissance mondiale à poser un engin sur le sol lunaire. Sur le plan politique, l'Inde est une démocratie parlementaire avec un Premier ministre issu du parti majoritaire au Parlement. Il est nommé par le président de la République. Le président Ramnath Kovind, l'actuel président de l'Inde, est avocat de formation. Il est élu en 2017 pour un mandat de 5 ans. Au cours de son séjour au Bénin, le président indien va s'entretenir avec le président Patrice Talon ce lundi. L'Inde et le Bénin signeront des accords de coopération dans divers domaines. La partie officielle du séjour du président indien se terminera par une visite à l'Assemblée nationale. Voilà, vous venez de suivre ce reportage qui présente un peu ce pays qui nous a rendu visite au Bénin. Et pour parler des retombées de cette visite, nous avons invité sur ce plateau Joseph Rouensino. Il est le directeur de l'Asie et de l'Océanie au ministère des Affaires étrangères. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Et en face de vous, pour m'accompagner, Ulvaeus Balogun, mon compagnon de tous les dimanches. Bonjour. Bonjour, Kakoinou. Oui, nous parlons des retombées de la visite de la 6e puissance mondiale, la 6e puissance économique mondiale. C'est l'Inde. Le président nous a rendu visite. Qu'est-ce que cela a rapporté? Eh bien, avant d'en arriver là, il faut dire que c'est en juillet 1986, soit 33 ans maintenant, que le Bénin et l'Inde ont eu leur premier contact. Un contact qui a été renforcé en 2009 et maintenant qui est beaucoup plus raffermi avec la récente visite du président de l'Inde, comme vous le dites. Mais déjà, nous allons faire un peu l'état des lieux des relations entre le Bénin et l'Inde. Monsieur Ouissinou, l'Inde et le Bénin, on peut dire que c'est une aube nouvelle? Si vous voulez. Si vous voulez. Alors, les relations qu'il y a entre les deux pays, on a dit que c'est depuis 1986. Pourquoi raffermir ces relations-là aujourd'hui? Merci beaucoup. Je crois qu'il y a nécessité de raffermir ces relations-là aujourd'hui parce que l'Inde, comme vous le dites bien, est la 6e puissance mondiale sur le plan économique. Et en tant que tel, le Bénin, dans sa lutte pour le développement, ne peut pas se passer d'un pays aussi important. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, des actions sont entreprises au niveau du ministère des Affaires étrangères et de la coopération pour rendre cette coopération assez dynamique et que le Bénin puisse tirer profit de cette coopération-là. Alors, cette coopération, la coopération entre l'Inde et le Bénin était comment au niveau bilatéral et multilatéral? Cette coopération est comment? Je crois que cette coopération est dynamique et en témoignent les nombreuses réalisations issues de cette coopération. Et c'est vrai, nous ne sommes pas ici pour citer pêle-mêle toutes les réalisations qu'il y a eu au niveau de cette coopération, mais il faut dire de façon générale que l'Inde s'est investie dans le domaine agricole, dans le domaine de l'énergie, en mettant plusieurs lignes de crédit à la disposition du Bénin pour développer certains secteurs. Ils sont dans le domaine agricole, ils sont dans le domaine de l'énergie, comme je vous l'ai dit, ils sont dans le domaine de l'eau, ils sont dans le domaine de l'eau, et sur le plan multilatéral, vous savez qu'il y a un forum qui est devenu sommet. En 2015. En 2015, c'est exact. Et ce sommet qui a lieu désormais chaque 5 ans a permis, le premier sommet a permis donc à l'Inde et les pays africains de définir une ligne de conduite, de s'occuper un peu plus des problèmes des uns et des autres, de faire en sorte que l'Inde réponde beaucoup plus présent à côté des pays africains. Et le Bénin, en intégrant donc ce secteur, en tout cas ce forum, a pu bénéficier de beaucoup de choses. Des choses telles que? Oui, je pouvais citer par exemple l'ouverture de la frontière de l'Inde qui a permis aux produits agricoles de passer les frontières de l'Inde sans douane. Ce qui a augmenté donc le commerce entre les deux pays. Alors quand vous parlez de produits, vous faites allusion à quel produit exactement? Ben, vous savez que ce que nos compatriotes vendent en Inde surtout, c'est les noix d'anarcade, l'ananas et puis certains produits dérivés. Alors si vous permettez, il y a tous, vous avez fait un état des lieux qui est très très intéressant. Il y a eu tout ce mécanisme qui a été mis en place. Pourquoi aujourd'hui le président de l'Inde sent-il la nécessité de venir au Bénin? Quelles sont les motivations de cette visite? Vous savez qu'en matière de coopération, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il faut toujours être en train de travailler pour le renforcement de cette coopération. Donc la visite du président de l'Inde s'inscrit dans cette dynamique-là. Et vous ne perdez pas de vue que le chef de l'État s'est rendu en Inde en 2017 pour la réunion de la BAD. Et à cette occasion, le premier ministre de l'Inde a reçu notre président. Et au cours de cette audience, le chef de l'État a mis l'accent sur un certain nombre de secteurs qui devraient désormais guider la coopération entre les deux pays. Et donc, la visite du président de l'Inde ici, aujourd'hui, ou bien du 28 au 30,
n'est que le résultat ou la résultante de cet entretien que notre président a eu avec le Premier ministre indien. Donc on peut considérer que la visite du président indien au Bénin est un exploit diplomatique parce que pour cette tournée, le président indien ne s'est rendu que dans 3 pays en Afrique, le Bénin, la Gambie et la Guinée. Donc on peut dire que c'est un exploit diplomatique, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. C'est un exploit diplomatique parce que le président de l'Inde n'est pas allé dans tous les pays. Et le président de l'Inde est venu d'abord au Bénin. Mais pourquoi le choix du Bénin? Qu'est-ce qu'il y a ici au Bénin? C'est vrai qu'on a dénombré ici au Bénin environ 1250 Indiens qui vivent ici. Il y a environ également 230 entreprises indiennes qui exercent sur le territoire. Est-ce à dire que le climat des affaires est propice au Bénin? Quels sont les critères qui ont milité en faveur du Bénin pour que le président indien décide de passer par ici? Merci beaucoup. Je crois qu'il y a plusieurs critères qui ont milité en faveur de cette visite-là. Je vous ai parlé de la dynamique des relations depuis que le chef de l'État s'est rendu en Inde en 2017. Mais je vous dis également que les nombreuses réformes qui sont entreprises actuellement au niveau du pays sont des facteurs qui attirent les investisseurs indiens. Et n'oubliez pas que le chef de l'État désormais ne cesse de nous dire en matière de coopération bilatérale que les dons qu'on offre, tout ça, ce n'est pas des choses sur lesquelles lui met l'accent. Il met plutôt l'accent sur le fait que des sociétés privées viennent investir dans notre pays. Alors, pour que ces sociétés viennent investir dans notre pays, il faut qu'il y ait des interlocuteurs. Il faut par exemple que quelqu'un, en la personne du président de l'Inde, arrive au Bénin pour dire, écoutez, le climat des affaires, je suis allé voir dans ce pays-là, vous pouvez aller investir sans problème. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles le président de l'Inde est venu pour voir. Ce que vous entendez, c'est mieux que ce que vous voyez, est mieux que ce que vous entendez. Donc je crois que le président de l'Inde est venu voir. Constater de il entend, voilà. Il est venu constater tout ce qu'il entend, les réformes qui sont entreprises, et je crois que c'est un facteur déterminant dans son arrivée au Bénin. Mais ce qui est quand même un peu paradoxal, c'est que l'Inde, ça fait presque le continent africain. Le Bénin, c'est à peine 12 millions de personnes. Qu'est-ce que nous on peut apporter à l'Inde? On a plutôt l'impression que c'est l'Inde qui nous apporte tout. Non, faut pas réfléchir de cette manière-là. Vous savez qu'à l'ONU, par exemple, quelle que soit la grandeur ou la petitesse de cet État-là, sachez qu'un pays, c'est une voix. Lorsque le Bénin, par exemple, supporte la candidature de l'Inde à un poste international ou bien sur une résolution, le Bénin soutient l'Inde, on ne peut pas quantifier ce que ça rapporte en termes disons, d'intérêt. On ne peut pas quantifier. On ne peut pas quantifier. Donc, ne dites pas, le Bénin est petit, certes, à côté de l'Inde, mais le Bénin, en matière de coopération, le Bénin, c'est une voix, tout comme les États-Unis, tout comme la France. Donc, le Bénin est un État, et en tant qu'État, l'Inde ne pourrait pas négliger un pays comme ça. Et vous savez, l'Inde évolue beaucoup plus dans le secteur textile. Et vous savez, aujourd'hui, le Bénin produit, le Bénin au sein de l'UEMOA est le premier producteur du coton. Le coton qui peut être exporté. Le Bénin produit des noix d'anacarde qui sont également exportées, le riz, le bois, tout et tout. Est-ce que vous pensez qu'au lieu que l'on continue l'exportation, que l'on veuille venir installer des usines ici pour les transformer sur place, est-ce que le Bénin ne gagnerait pas beaucoup plus en transformant ses produits, ses matières premières sur place que de les exporter chaque fois? Mais bien sûr que oui. Ce que vous dites est totalement vrai parce que dans notre politique actuellement au niveau, la politique que le Bénin mène auprès des autres États, c'est d'attirer les investisseurs pour venir implanter des sociétés ici au Bénin.
Donc, si une société indienne vient s'implanter ici dans le domaine de l'agro-industrie, par exemple, ça crée des emplois. Tout à fait. Ça permet la transformation de ces produits au niveau du Bénin. Et donc, je crois que c'est la politique que l'État béninois vise aujourd'hui en demandant à ces investisseurs privés d'arriver au Bénin. Alors, on ouvre ici la brèche des retombées de cette visite pour le Bénin. On a lu qu'on a reçu 100 millions de dollars, soit environ 50 milliards de francs CFA. Et il y a eu des accords également qui ont été signés. Pouvez-vous revenir un peu sur les accords qui ont été signés et en quoi est-ce que le Bénin gagnerait avec ces accords-là? Merci beaucoup. Je crois qu'on a signé 4 accords. On a signé d'abord un accord dans le domaine de l'exemption de visa. Ça, c'est pour permettre aux détenteurs de passeports diplomatiques et de services de pouvoir bénéficier pendant 3 mois de l'entrée et séjour en Inde et vice-versa. Surtout aux opérateurs économiques. J'en viens. Parce que les opérateurs économiques n'ont pas le passeport diplomatique, ne le passeport de service. D'accord, ça c'est vrai. Mais si vous voulez, j'aborde cet aspect en même temps. Il y a le e-visa. C'est-à-dire que désormais, le Bénin est inscrit dans les pays bénéficiaires de l'e-visa. Donc, en ligne, vous pouvez postuler pour obtenir le visa facilement au lieu de vous rendre à Abuja. Voilà, donc on a, disons aussi, bénéficié de ça lors de cette visite. Le deuxième accord qu'on a signé, c'est un protocole d'accord portant sur la garantie de crédit à l'exportation et sur l'assurance investissement. Alors, je crois que l'objectif, c'est de stimuler le commerce et les investissements entre l'Inde et le Bénin. D'où le e-visa qui est très important. Le e-visa vient pour soutenir cet accord, naturellement. Il y a l'accord sur la télémédecine et la télééducation. Il faut dire que cet accord avait existé et le terme, on était à terme. Et puis c'est un renouvellement. Et ce renouvellement, il y a d'autres, disons... composantes. Oui, d'autres composantes qui permettent de raffiner, parce que la première expérience n'a pas été très concluante. Donc on a revu afin de rendre ça plus dynamique, cet accord-là. Alors, après l'accord donc sur la télémédecine et la télééducation, nous avons signé l'accord sur le programme d'échange culturel, programme d'échange culturel entre les deux pays. Donc, voilà les 4 accords qu'on a signés. Mais en dehors de ça, je vous ai parlé de e-visa, qui est une déclaration de la partie indienne. La partie indienne a également accordé une ligne de crédit de 100 millions de dollars au Bénin pour la réalisation de certains projets de PAG. C'est un don ou bien c'est comment? C'est un prêt? Les médias ont même dit que c'est de l'argent frais. Et oui, c'est de l'argent frais, effectivement, mais ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don, mais c'est à taux... pratiquement dérisoire. Dérisoire, complètement dérisoire. À tel point que ceux qui disent que c'est un don n'ont pas tort. Voilà. En dehors de ça, il y a aussi une ligne de crédit qui est mise à la disposition du Bénin, mais dans le cadre de la CEDEAO pour permettre le financement de certains projets. Voilà en gros les différents accords. Et il faut ajouter également que le Bénin a bénéficié de certaines bourses également, notamment pour le renforcement des capacités de nos cadres au sein de l'administration. La formation des ressources humaines étant très importante pour le gouvernement. Oui, c'est très important d'en parler. Nous devons remercier le directeur de l'Asie et de l'Océanie pour toutes ces informations qu'il nous a apportées sur ce plateau. Je ne sais pas si vous avez rapidement un mot de fin en 30 secondes, très rapidement. Merci beaucoup. Je suis content de venir ici dans votre studio pour parler aux amis téléspectateurs de ce que nous rapporte réellement la visite du président de l'Inde au Bénin. Et je crois que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération poursuivra le suivi de ces différents engagements, différentes recommandations
pour matérialiser tous ces accords-là et que les Béninois commencent par en jouir du fruit de cette coopération. Absolument. Merci à vous, M. Joseph Ouinsino. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Asie et de l'Océanie au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Merci à vous, Ulvaeus Balogun. Mesdames et messieurs, Wikeko, c'est terminé pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous dimanche prochain, mais vous pourrez suivre cette émission en nouvelle diffusion lundi à partir de 11h. Au revoir et à très bientôt.